donner la parole si vous le souhaitez et j'aimerais entendre votre réaction sur l'annonce qui a été faite récemment, la décision de la CANI pour avoir un exemple concret de bannir les produits non européens de son offre. Est-ce que c'est un exemple de mission et d'alignement parfait ou est-ce qu'on peut y voir aussi une forme de protectionnisme? Encore une fois, le profit commercial dans une société bien régulée a pour contrepartie la création de valeur pour la société. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi-même, je me demandais si nous n'étions pas en train d'enfoncer des portes ouvertes, car après tout, les entreprises n'ont pas attendu la loi Pacte pour prendre conscience de nombreux enjeux sociaux, environnementaux. Bon, si la pollution de l'air, par exemple, dans les grandes métropoles occidentales diminue depuis des décennies, c'est parce que le progrès technique, l'impératif aussi de délivrer des produits toujours moins polluants pour satisfaire une véritable demande sociale est aussi source de profit. Sur la question environnementale, dès lors qu'une population s'enrichit, est en quête d'assainissement de son environnement, eh bien, il y a des débouchés pour ces entreprises qui eh bien, voient des besoins à satisfaire et donc elles s'engouffrent dans ces marchés-là. Et donc, indirectement, elles ont un impact environnemental et social positif sans que l'on soit obligé de rappeler qu'une entreprise a évidemment d'autres finalités que le profit. Maintenant, il est vrai que parfois ce discours autour de la responsabilité sociale et environnementale peut en effet être détourné à des fins protectionnistes. Vous avez rappelé l'exemple de cette entreprise qui bannit les commerces, les marchandises qui ne sont pas produites en Europe. Bon, c'est vrai que moi j'ai du mal à voir le lien entre le protectionnisme et une quelconque vertu sur le plan social et environnemental, puisqu'on sait que la mondialisation a quand même, malgré tous ses défauts, permis de réduire substantiellement la pauvreté ces dernières décennies. Est-ce qu'on fait du bien à l'humanité en se repliant sur soi? Je ne suis pas sûr. La crise du Covid l'a bien montré, lorsque le commerce mondial s'effondre, c'est toute une misère noire qui réapparaît ici et là. Et donc là encore, je ne suis pas sûr que qu'on soit nécessairement philanthrope quand on prend la décision eh bien, de ne plus commercer avec telle ou telle région au motif que ce n'est pas chez nous. D'autant que, là encore, on est en train de réintroduire une espèce de dichotomie qui, selon moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire que le discours, effectivement, critique de la mondialisation libérale, finalement, sous-entend qu'il y aurait une forme d'incompatibilité structurelle entre le productivisme, l'ouverture des marchés et la question environnementale. Mais si on se souvient que la transition énergétique, écologique, va nécessiter énormément de moyens, de capitaux à être investis dans les technologies de demain, eh bien, cela tout simplement nous rappelle que, on va dire, compromettre un niveau de richesse future par la fermeture des marchés n'est peut-être pas un bon calcul dans la mesure où c'est aussi priver nos sociétés et priver les sociétés en voie de développement émergentes, eh bien, de la capacité de s'enrichir pour justement acquérir les technologies qui leur permettront de décarboner leur énergie. Car tout le monde aujourd'hui a conscience en effet que sur le plan environnemental, les modes de production doivent évoluer, ça c'est un fait, c'est inévitable, mais le progrès technique a toujours été là aussi alimenté par l'ouverture du commerce, la quête du profit, la recherche de la Bon, rentabilité. alors là, je crois que je vais devoir répondre Je vais parce vous que laisser répondre, mais je pense que ça nous amenait à la question suivante et vous allez pouvoir enchaîner sur votre réponse, Emery. Selon vous, la réduction des externalités négatives doit-elle davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique? Juste orienter la réponse dans ce sens. écoutez, moi je pense qu'on est tous acteurs, hein, qu'on soit citoyen, consommateur, collaborateur d'une entreprise, dirigeant, entreprise, responsable d'une collectivité territoriale ou à l'État, on a besoin de l'énergie de tous pour inventer un modèle plus soutenable parce qu'on va sinon droit dans le mur. Ça, on en est tous conscients et personne ne remet en cause cela. L'entreprise dont vous avez parlé, Fergan, c'est la mienne. C'est Camif qui a fait le choix d'arrêter de se procurer des produits en dehors d'Europe et de bannir les produits non européens de son offre. Et tout cela n'est pas lié du tout à un protectionnisme ou autre, c'est clairement lié à la mission de notre entreprise qu'on s'est définie et qu'on a
relancé en 2009 sur un modèle de consommation responsable et de production locale. Nous, on faisait déjà l'année dernière 78% de notre chiffre d'affaires avec une centaine de fabricants français, ce qui différencie notre modèle de celui des grands distributeurs concurrents et pas des moindres, hein. On est dans un marché qui est assez concurrentiel. Vous imaginez quand vous êtes dans le e-commerce, vous faites de l'équipement de la maison sur Internet, vous avez beaucoup de concurrents, des grands champions américains, des grands champions chinois et puis aussi des plateformes de discount françaises. Donc, en termes de proposition de valeur, notre proposition de valeur, c'est de faire à peu près l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui a contribué à une désindustrialisation massive de la France et qui a toujours été chercher plus loin, moins cher. Nous, on a fait le parti pris inverse. On s'est dit peut-être qu'il y aura des consommateurs un jour qui vont valoriser des productions locales de qualité qui vont peut-être coûter plus cher, mais qui auront des arguments de durabilité, d'éco-conception, des produits meilleurs pour l'homme et pour la planète. Quel est l'intérêt de cette stratégie du local pour nous? Elle est un enjeu assez important à la fois en termes social et en termes environnemental. En termes social, dans notre industrie, elle a perdu 20 000 emplois en l'espace de 20 ans. Ce sont des emplois qui étaient sur les territoires, qui faisaient vivre des entreprises. Et donc, privilégier le local, c'est maintenir des entreprises sur notre territoire, donc maintenir des familles sur un territoire, donc maintenir, et je peux vous dire, quand vous êtes à Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône, quand l'entreprise ferme, c'est un drame. Donc, je pense qu'on a quelque part la chance d'avoir encore des industriels en France, dans le mobilier, dans la literie, dans le linge de maison, et que notre responsabilité, en tout cas c'est au cœur de notre projet, c'est de valoriser leur savoir-faire et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de consommateurs qui privilégient ces produits-là plutôt que des produits qui ont été faits à l'autre bout du monde dans des conditions sociales et environnementales qu'on connaît mal, mais qu'on peut bien comprendre et bien estimer. Deuxième impact positif du local, c'est que nos produits, c'était une de nos premières campagnes de pub, hein, un Draus qui a fait 3200 km pour arriver chez vous, c'est quand même une vraie connerie, alors qu'un Draus qui est fabriqué à Cambrai, c'est même pas une bêtise. Voilà. Alors, voilà, oui, c'est vrai que quand on regarde l'impact carbone de notre consommation, sur les 11 tonnes par an et par Français de bilan carbone, enfin d'émissions de CO2, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Et donc, juste en relocalisant, en faisant un petit peu plus attention à où on achète, où c'est fabriqué, d'où ça vient, par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales c'est fabriqué, on peut avoir un impact significatif en réduisant, alors ça va répondre à votre question, les externalités négatives liées à notre consommation, mais de la même manière liées à notre activité. Alors, est-ce que la réduction des externalités négatives, elle doit être le rôle de l'entreprise ou de la puissance publique? Elle doit être le rôle des deux, ça c'est clair. Et aujourd'hui, l'entreprise a un impact plus important que les États sur finalement ces enjeux sociaux et environnementaux. Tout cela, cette décision qu'on vient de prendre là cet été, qui est de bannir les produits en dehors d'Europe, il faut vous dire que ça représentait encore en 2020 5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même un renoncement important pour nous, et qui est complètement aligné avec notre projet d'entreprise, en cohérence avec les choix qu'on a fait dès le redémarrage de Camif, au fond, hein, de miser sur le local, le durable. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'effectivement, on fait 78% de notre chiffre d'affaires avec des produits qui sont fabriqués en France, 22% avec des produits qui sont fabriqués en Europe, et que là, on s'est privé depuis cet été de 5% de notre chiffre d'affaires. Mais on pense que ce renoncement qui va impacter négativement le chiffre cette année, il aura des effets bénéfiques. Comme l'a été en 2017 notre renoncement très fort, notre premier renoncement suite à l'adoption de notre mission et à notre premier objectif de mission qui est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Quand on a décidé de boycotter Black Friday et de fermer notre site pour le meilleur jour du e-commerce de l'année, ça c'était un renoncement très fort pour mettre sur la table le débat entre surconsommation et consommation responsable. Finalement, avec le recul, c'est pas une injonction contradictoire parce que là, ça nous a pas empêché l'année dernière de faire 44% de croissance pendant la crise de la Covid, où de nombreux citoyens sont passés à l'acte sur la consommation plus responsable, ont massivement déconsommé, donc ils ont consommé moins, mais mieux, et ils ont fait plus attention à ce qu'ils achetaient, d'où ça venait et comment c'était fabriqué. Et ça, c'est